bouge au classement du mérite panafricain. Après plusieurs mois de vote, les internautes et téléspectateurs d'Afrique Média se sont exprimés comme suit. Le président Obiangema Mbazogo de la Guinée équatoriale conserve sa première place avec 26,09% de suffrages exprimés. En deuxième place, Robert Gabriel Mugabe du Zimbabwe qui s'en sort avec 25,70% de voix. Le président Idriss Déby Itno du Tchad fait une remontée spectaculaire à la troisième place avec 22,21% de voix. L'Angolais José Eduardo dos Santos gagne également quelques voix de plus. Avec 15,10% de voix, il est à la quatrième place. Et avec 11,90%, le président camerounais Paul Biya ferme la marche. N'oubliez pas, vous pouvez encore tout bouleverser dans ce classement en participant au mérite panafricain tous les vendredis à partir de 18h30 temps universel. Code d'accès, vous votez et vous contribuez. Afrique Média, le monde, c'est nous. Eli bouge au classement du mérite panafricain. Après plusieurs mois de vote et téléspectateurs d'Afrique Média se sont exprimés comme suit. Le président Obiangema Mbazogo de la Guinée équatoriale conserve sa première place avec 26,09% de suffrages exprimés. En deuxième place, Robert Gabriel Mugabe du Zimbabwe qui s'en sort avec 25,70% de voix. Le président Idriss Déby Itno du Tchad fait une remontée spectaculaire à la troisième place avec 22,21% de voix. L'Angolais José Eduardo dos Santos gagne également quelques voix de plus. Avec 15,10% de voix, il est à la quatrième place. Et avec 11,90%, le président camerounais Paul Biya ferme la marche. N'oubliez pas, vous pouvez encore tout bouleverser dans ce classement en participant au mérite panafricain tous les vendredis à partir de 18h30 temps universel. Code d'accès. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Mérite panafricain. Nous sommes le 15 janvier de l'an de grâce 2016 et en ce jour, nous annoncions une émission très importante pour vous téléspectateurs d'Afrique Média puisque vous êtes très nombreux à réclamer votre mérite panafricain réactualisé avec le nouveau classement. Eh bien, c'est fait. Il y a le nouveau classement. Nous le présenterons dans quelques instants. Le temps de vous dire que ce soir, nous parlerons de la chute du baril de brut, c'est bien ça, puisqu'en ce moment, le prix du baril de brut est autour de 30 $ américains. Or, pour un pays comme l'Algérie, le pétrole représente 97% des exportations et 60% des recettes budgétaires. Et quant au Grand Nigeria, c'est 90% des exportations. Cette baisse des cours a un impact considérable sur l'économie des pays africains, notamment. Et donc, pour notre débat de ce soir, nous essayerons de savoir quelle position devraient adopter les pays africains, les pays du continent noir, exportateurs du pétrole. Nous répondrons à cette question avec vous, téléspectateurs, puisque vous êtes nombreux scotchés en ce moment. Et en deuxième partie de l'émission, nous parlerons de la République centrafricaine avec les élections présidentielles qui se poursuivent. Le premier tour donc de la présidentielle en République centrafricaine a dégagé deux candidats qui s'affronteront au second tour. Il s'agit d'Anissé Dolo Guélé qui a obtenu 23,78% au premier tour et Faustin Touadéra avec ses 19,4%. S'il est vrai que les deux candidats ont été premiers ministres, quel serait le meilleur choix pour cette Centrafrique meurtrie qui n'attend que la paix, qui n'attend que de voir la paix un jour? Mesdames et messieurs, c'est les deux sujets que nous aborderons au cours de cette émission. Mais n'oubliez pas, l'actualité oblige, nous parlerons en quelques secondes aussi du mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé à l'encontre de M. Guillaume Soro, qui est le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire.
Et donc, le temps de revenir sur ce plateau et présenter mon panel, je voudrais montrer les statistiques, le pourcentage réactualisé des votes des téléspectateurs d'Afrique Média en ce qui concerne le mérite panafricain. Eh bien, le président Obiang Mambazogo de la Guinée équatoriale reste en première position avec 26,09% de suffrages exprimés. En deuxième place, on retrouve Robert Gabriel Mugabe du Zimbabwe qui s'en sort lui avec 25,70% de voix. Le président Idriss Déby Itno du Tchad fait une remontée spectaculaire à la troisième place avec 22,21% de voix. L'Angolais José Eduardo dos Santos gagne également quelques voix de plus avec 15,10%. Il est donc à la quatrième place. Et enfin, avec 11,90% de voix, le président camerounais Paul Biya qui ferme la marche. Mais comme vous le savez, vous pouvez encore tout bouleverser à ce classement en participant au mérite panafricain, pourquoi pas dès ce soir. Le code d'accès, vous le connaissez déjà, vous votez et vous contribuez. Eh bien, pour cette émission, il y a un panel bien riche à la hauteur de votre demande, mes chers téléspectateurs. Je voudrais commencer par présenter celui qu'on ne présente plus depuis quelque temps. Il passe sur les plateaux d'Afrique Média. Homme d'église ou homme de Dieu, appelez-le comme vous voulez. C'est le pasteur Paul Pondi. Bonsoir, révérend, et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, M. Bachir. Bonsoir, l'Afrique. Bonsoir aux millions de panafricains qui sont dans le monde. Je salue particulièrement, en tant que missionnaire, mes frères, effectivement, en Centrafrique de Mission Sans Frontières. Je salue les frères au Cameroun, à Kolfata, ceux-là qui viennent d'être frappés. Encore une fois de plus, nous sommes touchés, nous sommes de tout cœur avec eux. Vraiment, je adresse mon salut à toutes les populations, même de l'extrême nord du Cameroun. Et je vais... qui a été touché encore récemment, comme vous le dites. Oui, tout à fait, d'une manière atroce, parce que les lâches, ils agissent toujours par ces méthodes-là que nous avons dénoncées et que je dis que seul le Dieu Tout-Puissant peut arrêter. Donc, je salue également les populations de Gogmapubi, mon village. Je salue les populations de Garigombo. Bref, je salue l'Afrique. Vous saluez l'Afrique. Alors, toute petite question d'entrée de jeu. Vous savez, dans notre dernière ligne droite du mérite panafricain, nous avons encore 5 chefs d'État en lice pour, n'est-ce pas, ce trophée du mérite panafricain. Alors, au hasard, comme ça, si je vous disais Paul Biya. Oui, moi je voterai pour Paul Biya, c'est sans embâche, puisque c'est un monsieur qui est un visionnaire, mais il est incompris. Il est incompris et l'Afrique s'en souviendra peut-être après qu'il aurait terminé sa mission. Mais pour moi c'est un grand homme. C'est un grand chef d'État. Il a des difficultés parce que il n'arrive pas à résoudre le problème du quotidien. Mais ce n'est même pas lui qui est responsable de ça. Il a fait confiance à une certaine qualité de personnes qui n'ont pas respecté les méthodes de l'amour décrites par Dieu. Alors, et si en un mot, je vous demandais de convaincre les téléspectateurs d'Afrique Média et les internautes de voter pour Paul Biya, qu'est-ce que vous leur diriez pour les amener à voter Paul Biya? Je leur dirais simplement une chose qui est toute simple, que j'ai toujours l'habitude de dire. Je dirais tout simplement que moi j'ai mesuré Paul Biya, je l'ai comparé à M. Pilate que j'enseigne dans la Bible. C'est-à-dire c'est un personnage qui était roi, il était chargé de juger le grand Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Et face à Jésus-Christ, il y avait un mécréant, quelqu'un qui était accusé de sédition, de meurtre, de tout, un Barnabas. Le peuple était là, Barnabas était là, Jésus était là. Ce monsieur qu'on appelle Pilate a commencé à marchander sur Jésus. Il a marchandé le Seigneur de gloire. Mais je vis M. Biya face à la même situation. Le peuple qui était manipulé réclamait la conférence nationale souveraine. On utilisait les petits-enfants. Les petits-enfants de moins de 8 ans. Ils ne savent pas ce que c'est que la conférence nationale souveraine. Et les politiciens, ils allaient de tous bords. Mais il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Et donc, ça fait partie, entre autres, des raisons pour lesquelles vous appelez les téléspectateurs à voter pour lui. D'accord. Merci, en tout cas, révérend, d'avoir accepté l'invitation. Voilà qui annonce à nos téléspectateurs le code d'accès, vous le connaissez déjà. Vous appelez, vous votez et vous contribuez au débat. Sur ce plateau également, vous rappelons également que nous sommes en duplex avec N'Djamena que nous retrouverons dans quelques minutes seulement, le temps d'accueillir tous nos invités sur le plateau central ici à Douala. Alors sur ce plateau, celui-là qui a tant été réclamé par nos téléspectateurs, il s'agit bien sûr de cet internationaliste, journaliste, on va le dire ainsi,
expert dans les questions internationales, Jean de Dieu Haïssi, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Jean de Dieu Haïssi, et merci d'avoir fait le déplacement. Mon frère Bachir, vous êtes resté la pertinence. Bonsoir. Alors, Jean de Dieu Haïssi, vous êtes sur ce plateau, mais on a eu beaucoup des questions autour de votre personne. Nous avons appris malheureusement que vous avez démissionné de la radio Télévision, la RTS du côté de Yaoundé au Cameroun, et vous êtes annoncé dans une autre radio. Alors, info ou intox, Jean de Dieu ici? D'abord, permettez-moi de confirmer que le panafricanisme est un humanisme et que la pierre de Dieu écrase doucement, mais surtout sûrement. Et comme je parle juste après un homme de Dieu, un oint de Dieu, je dois dire ici que seul Dieu élève les humbles. Et donc, je vais décrire l'intox. L'intoxication, c'est que j'ai démissionné. C'est pas moi qui ai démissionné. On ne m'a pas démissionné. Je n'ai pas démissionné. La mission que Dieu m'a donnée pour être à la radio Télévision est terminée. Lorsque cette mission est terminée, vous êtes en train de confirmer que j'ai reçu les mêmes responsabilités presque dans un groupe qu'on appelle RENAPOV. C'est la réserve nationale pour l'épargne et la provision d'un bassa, un homme de mon village. Il s'appelle Emmanuel Noël Bissaï. Il a pensé que je ne pourrais pas rester en chômage médiatique. Et il m'a appelé pour me consoler certainement. Vous savez, quand votre mission est terminée quelque part et vous êtes désœuvré, il faut bien qu'un oint de Dieu, comparable à celui qui a pris la parole ici au moment de commencer ce propos. Et donc, on m'appelle modérateur, c'est ce que vous appelez communément directeur, c'est-à-dire le ministre, c'est-à-dire le serviteur principal qui doit aider les petits frères à regarder plus loin pour que cette radio-là ressemble à votre télévision qui a traversé des frontières. Je parle des frontières en termes de conscience. La nouvelle radio. La nouvelle radio, oui, il s'agit d'une radio qui est écoutée au 92.1, fréquence de modulation. C'est pas Royal? C'est Royal FM, mais une nouvelle Royal. Parce que Bissaï, monsieur le pasteur, le révérend pasteur Bissaï, a racheté le label et ce qu'on appelait Royal antérieurement. Ça devient donc Royal, nouvelle formule. Lorsque cela est fait, je ne suis qu'un missionnaire. Et donc, je voudrais que cette mission ressemble à cette grosse mission que vous menez avec efficacité. Et on a parlé de la télévision panafricaine, Afrique Média. Je pense que c'est encore la même mission aujourd'hui. Et donc, vous avez dit que les téléspectateurs nous ont cherché. Je peux confirmer qu'un homme parle et il peut se taire. Quand il se tait, il prend le recul pour observer comment les autres hommes parlent. Et vous savez, parler, au commencement était le verbe. Et si vous me donnez la permission d'utiliser votre verbe, je voudrais saluer avec humanité une qui est écrasée par la méchanceté au féminin, au masculin plutôt. Les dinosaures de notre pays veulent écraser. Et heureusement, la justice camerounaise voudrait aider Lucie Jeunesse Alimane Mbarandono. Elle était importante au consulat du Cameroun en France. Aujourd'hui, elle est écrasée par certains dinosaures. Elle a esté cela en justice et la justice camerounaise a retrouvé les dossiers. C'est très important. J'en fais allusion pour féliciter ici. Le révérend pasteur a dit qu'il choisirait Paul Biya dans cette compétition. Moi, je ne peux pas dire exactement la même chose. Alors, sans dire exactement la même chose, Jean de Dieu ici, étant donné que nous sommes aussi tenus par le temps, oui. Il y a 5 dirigeants dans notre classement. Alors, j'ai choisi Paul Biya pour le révérend Pondo. À vous, qu'est-ce que je dis? Je m'excuse, Pondi, voilà, Pondi comme celui qui a d'ailleurs commis cet ouvrage, Jean-Emmanuel Pondi, le professeur. Je confirme la réception de cet ouvrage que vous avez envoyé, professeur. Merci à vous. Voilà, Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle. Alors, Jean de Dieu ici, il y a 4 autres chefs d'État. Au hasard comme ça, je vous dis Obianke Mambazo. Vous me rendriez jaloux si je ne dis pas au peuple du monde que dans ma posture
de désœuvrer, et par désolation, j'ai reçu et la carte de vœux et le livre de Jean-Emmanuel Pondy. Je le salue avec déférence. Et donc, vous m'imposez, moi j'allais vous dire, l'individu n'est rien, la communauté est tout. Je voudrais que vous aidiez les téléspectateurs à voter, mais je vous choisis pour vous Obiangé Mambazogo. Pourquoi faut-il voter, par exemple, M. Obiangé Mambazogo, qui a aujourd'hui 26,09% de voix? Vox Populi, Vox Dei. Oh oui. Ça signifie que la voix du peuple sera au-dessus de ma petite voix. Évidemment, s'il faut donner des arguments en ce qui concerne la prééminence institutionnelle et diplomatique de Guinée équatoriale, Obiangé Mambazogo, il faut dire qu'aujourd'hui, le développement humain, lorsque vous avez mis l'homme au centre des préoccupations, vous allez à Bata, vous allez à Mbini, vous allez à Malabo, vous irez trouver que la démocratie s'exprime par le nombre de personnes qui sourient, le nombre de personnes joyeuses, contents d'aller puiser de l'eau au bord de la route, contents de traverser des infrastructures routières, des ponts et chaussées. Ça fait que ce n'est pas la démocratie convenance en Afrique qui prévaut en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, les gens ont des arguments à voter au Obiangé parce que ce monsieur a mis l'homme au centre des préoccupations. Et il paraît que la majorité des Guinéens sont souriants, avec des grands hôpitaux. L'un des hôpitaux, vous vous rappelez, avait soigné la grand-mère du président américain, Obama Barack. Merci. Donc il y a tellement d'arguments pour qu'on aille saluer tellement d'arguments pour voter donc qui a 26,09% de voix en ce moment. Merci Jean de Dieu ici, merci également au pasteur Pondy qui est sur ce plateau avec nous. Et on va accueillir un autre temps réclamé par les téléspectateurs d'Afrique Média également. C'est bien sûr celui qu'on ne présente plus, le président du nouveau mouvement populaire du côté du Cameroun. Président Bandakani est sur ce plateau. Bonsoir à vous, président. Bonsoir Bachir. Bonsoir au peuple panafricain. Bonsoir à la galaxie panafricaine du monde entier. Bonsoir à vous. Merci. Vous étiez en Djamena, apparemment vous êtes revenu, je dis apparemment, vous êtes revenu, je suis content de vous voir. Et je salue mes copanélistes qui ont parlé avant moi, en vous réservant l'honneur de présenter les autres. Merci en tout cas. Alors président Bandakani, beaucoup de choses aussi se sont dites sur vous. D'aucunes belles, d'autres pas très belles. Notamment, je voudrais vous titiller peut-être avec votre interview à la radio nationale, où vous avez parlé librement avec votre cœur, mais vous m'avez confié, vos propos ont été déformés par ceux qui ont récupéré ça. Il faut se mettre rapidement au-dessus de tout ça, Bachir. Quand il pleut, on ne peut pas empêcher à certains de chier dans le torrent. On dit quand il pleut, certaines personnes chient dans le torrent. La vérité est qu'une grande maison comme la nôtre ne peut pas ne pas manquer souvent des petits problèmes. Si on dit le contraire, ça voudrait dire qu'on n'est pas vrai et qu'on se passe pour des anges. Mais nous sommes là ce soir pour dire ceci, que la capacité des hommes et des hommes qui se respectent, c'est de dépasser les contradictions. C'est de les surmonter. Et nous sommes là pour dire que nous surmontons ces contradictions. Nous dépassons cela. Maintenant, il est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que des pécheurs en eau trouble profitent de ce qu'eux ils nomment problème pour essayer de détruire la dynamique. Pour essayer de casser une dynamique qui défend l'Afrique, renouvelle l'Afrique, propulse l'Afrique très loin. Et vous savez qu'on a beaucoup d'ennemis. Tous ceux qui prospèrent sur le dos de l'Afrique. Et c'est le monde entier d'ailleurs. C'est le monde entier qui prospère sur le dos de l'Afrique. Maintenant, à l'intérieur du continent, tous ceux-là qui ont bâti leur prospérité sur le dos du continent africain ont intérêt à ce que l'Afrique média et sa dynamique disparaissent. Alors, lorsque vous mettez ça sur la balance, il y a des petits problèmes qui peuvent avoir dans une maison. Le choix est fait. Au nom du panafricanisme, au nom de l'Afrique, pour l'amour des Africains. Donc, nous sommes là ce soir pour mettre fin à toutes ces campagnes, toutes ces divagations, toutes ces dérives-là qui ont pour seul objectif de ramener l'Afrique en arrière, de ramener les Africains loin derrière. Donc, nous sommes là ce soir, Bachir, pour dire nous sommes très mûrs pour dépasser les oppositions africaines, pour dépasser nos contradictions et pour regarder en avant.
On dépasse nos contradictions, on va de l'avant. Président Bandakani, alors je vous réserve aussi le même rituel, on va appeler ça ainsi. Nous avons 5 présidents, comme vous le savez déjà, en liste. Et d'office, on a écarté 2 à travers Jean de Dieu ici et le pasteur Ponty. Et il nous reste, j'ai choisi pour vous Idriss Déby. S'il fallait convaincre nos téléspectateurs de voter pour Idriss Déby du Tchad. Vous savez, je suis Camerounais. Je suis un panafricaniste, mais je suis né au Cameroun. Par le hasard de l'histoire. Le président Déby est venu au secours de mon pays alors que des aventuriers et des méchants étaient en train de le détruire. Ce monsieur a envoyé son armée au secours d'un pays frère, menacé de déstabilisation, par ce qu'on a appelé Boko Haram. Et donc nous savons, tous ceux qui sont derrière, nous avons suffisamment disserté dessus. Une preuve concrète de panafricanisme. Deuxième chose, et ça, nous l'avons entendu, nous n'oublierons jamais cela. Les Camerounais n'oublieront jamais cela. Les Africains n'oublieront jamais cela. Deuxième chose, c'est le seul président qui a pris le courage de dire, de dénoncer le franc CFA. De dire que ce n'est pas une monnaie, c'est de l'escroquerie historique, c'est du vol, c'est du brigandage. Il a fait une interview sous un arbre, dans la pure tradition africaine, il a pris position, là où la plupart de ses collègues se taisent, pour ne pas dire se camouflent, pour ne pas dire même complot derrière, contre les Africains. Il a pris le courage de dire, cette affaire-là, c'est pas bon. Je voudrais rappeler, Bachir, qu'avant le président Déby, d'autres chefs d'État dans l'histoire l'ont fait, et ont été tués. Je voudrais rappeler le cas de Justice Olympio, le premier président togolais. Il a été tué pour ça. Je ne vais pas revenir sur le cas de Sékou Touré avec la Guinée, dans le pays, l'économie a été sabotée par la France, par toutes sortes de manœuvres diaboliques. Il y a plusieurs cas comme ça dans l'histoire, où des gens ont payé de leur vie de telles positions. Mais ce monsieur a pris sur lui de prendre une telle position, dans un contexte comme celui que nous connaissons. Alors moi je dis, pour ces deux raisons-là, vous encouragez les téléspectateurs à voter pour M. Idriss Déby, pour le président Déby. Merci, président Bandakani. Alors, sur ce plateau également, 2 autres personnes et pas des moindres. D'abord, à l'extrême droite de la table, le panafricaniste par essence et par excellence, Patient Parfendom, est avec nous. Bonsoir, Patient Parfendom. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Passi. Bonsoir à tous mes amis copains qui sont là avec moi. Bonne année à tous les panafricanistes à travers le monde. Également bonne année, Patient Parfendom. Voilà, depuis, on ne s'était pas revu sur ce plateau et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et je pense que nous avons le temps d'échanger et je suis à votre disposition, Bachir. Alors, je ne voulais pas déroger à la règle puisque je vous vois avec un livre, peut-être c'est pas pour le présenter, mais mes yeux sont allés là, Patient Parfendom. De quoi parle votre livre? Non, en fait, c'est un livre qui a déjà été présenté. Je ne pense pas que je l'ai avec moi pour ma propre petite lecture en cours d'émission pour prendre quelques notes que j'avais oubliées. C'est un livre de Jean-Michel Severino et Olivier Rey qui s'intitule Le temps de l'Afrique. Le temps de l'Afrique, voilà. Eh bien, c'est le temps de l'Afrique ce soir, Patient Parfendom. Voilà, le temps de l'Afrique. On va encourager les gens à le lire également. D'accord. Tout à l'heure, le président Bandakani a nos absences sur le plateau. Je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire aux Africains qu'il faut qu'on soit capable de dépasser nos contradictions parce que l'Afrique nous est très chère. Elle est tellement chère à nos yeux, dans nos cœurs, que nos petites difficultés de moment ne peuvent pas nous empêcher de revenir tout le temps à la tâche pour essayer d'avancer. Et c'est vrai, quand même qu'il faut qu'on le dise. Moi je le dis sincèrement, oui, il y a des problèmes entre nous, il y a eu des problèmes dans la maison, mais comme on le dit, le linge sale se lave à famille. Mais ce que je voudrais quand même ajouter à cela, c'est de dire aux Africains, surtout à nous tous, qu'il faut qu'on respecte le travail que nous abattons depuis plus de 3 ans sur ce plateau. Il faut que les uns et les autres respectent ce travail. Parce que très peu d'Africains auraient eu le courage, n'est-ce pas, et la volonté que nous avons eue pour battre ce boulot-là. Et nous l'avons fait vraiment de manière bénévole, de manière altruiste. Il faut que ce travail-là soit reconnu et que ceux qui ont la vocation de diriger des entreprises comme celle-ci et tous ceux qui peuvent encourager, n'est-ce pas, ces entreprises-là aient la possibilité, n'est-ce pas, de comprendre que nous méritons du respect.
Ça, merci patient Parfendum. Et donc, le linge, la salle se lave en famille, on l'a lavé, j'espère ici. Alors, il y a deux autres dirigeants qui nous restent parmi les 5. Et de nous tous, je crois que vous êtes celui qui maîtrise mieux l'Angola. Et pourquoi pas José Eduardo dos Santos, s'il fallait convaincre nos téléspectateurs de voter pour lui. D'abord, je constate que beaucoup d'Africains qui sont un peu dans le golfe de Guinée ne maîtrisent pas très bien l'Angola. Ah oui. L'Angola, c'est un pays grand, c'est un pays qui a connu beaucoup de difficultés, qui a connu la colonisation portugaise, qui a été l'une des colonisations les plus sauvages et barbares, n'est-ce pas, sur notre continent. Mais c'est un pays qui est assez grand, c'est à peu près 3 fois et demi le Cameroun. C'est un pays dont la moitié du territoire était occupé par des mines antipersonnelles, donc qui était pratiquement inhabitable, n'est-ce pas, par ses concitoyens, et qui, après l'indépendance et surtout après le dénouement de la crise entre M. Jonas Savimbi, ministre de l'UNITA, et ceux qui étaient restés dans la légalité, que sont les MPRA, reconnaît, renoue, n'est-ce pas, avec l'Afrique, renoue avec une certaine croissance au niveau de l'Afrique aujourd'hui. Et quand on regarde l'Angola, quand on regarde les efforts qui sont produits que produit l'Angola au niveau de la stabilisation de la situation au niveau des Grands Lacs, je pense que c'est un pays qui mériterait vraiment à recevoir beaucoup plus de considération de la part des Africains. Et moi, en tant que militant, n'est-ce pas, de notre population du Cameroun, c'est un pays que j'ai eu l'honneur de visiter à plusieurs reprises. Les Camerounais d'ailleurs sont extrêmement appréciés de ce côté-là. N'oubliez pas que vous êtes un 15 janvier, parce que vous ne pouvez pas me l'interdire. Ce 15 janvier aujourd'hui, nous célébrons le 45e anniversaire de l'assassinat de Ernest Wandé, héros national, voté par l'Assemblée nationale camerounaise. Bien que cela soit sur le tard, je pense que c'est le moment de dire que les pays comme l'Angola, qui avaient compris justement que ce passage-là était le passage oublié, le passage de la quête de la souveraineté d'un État, c'est un pays qu'il faut qu'on regarde avec beaucoup plus d'attention. C'est un pays qui a sa propre monnaie et qui n'en est pas mort. C'est un pays qui a des taux de croissance, n'est-ce pas, qui font frémir, parler de jalousie, la plupart des pays qui sont tout. C'est un pays qui a eu l'outrecuidance d'aller racheter la dette souveraine, n'est-ce pas, du colonisateur qu'est le Portugal. Donc je pense que pour cela, c'est un pays qui mériterait vraiment que... On vote pour José Eduardo dos Santos. Merci, patient Parfendum, et le dernier, pas des moindres. Ambassadeur de tous ces panafricanistes à travers le monde, il est activateur politique, membre du Conseil africain des médias. C'est bien sûr François Bikoro qui est avec nous ce soir. François Bikoro, bonsoir et surtout, bonne année. Meilleurs vœux, Bachir. À l'origine, il était question que nous soyons un pont entre l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. Il était question que nous soyons le phare qui éclaire l'Afrique pour une meilleure compréhension de l'Afrique par ceux qui disent qu'ils l'aiment. Il était question pour nous, en son temps et certainement encore aujourd'hui, d'être à travers la communication africaine ceux-là qui informent l'Afrique sur les Africains et qui informent les Africains sur l'Afrique. Vous me permettrez donc de saluer ici le travail d'abattage qui a été fait depuis le 28 décembre jusqu'à ce jour par Afrique Média, qui a permis aux Africains de comprendre comment sera gérée l'Afrique en 2016 à travers les discours de vœux de fin d'année que les 54 chefs d'État africains ont pu adresser à l'ensemble des pays africains, de leur peuple et de la diaspora. Il n'y a qu'à Afrique Média qu'on peut voir ça. Il n'y a qu'à Afrique Média et ce sera toujours Afrique Média. Et c'est d'ailleurs l'occasion ici de féliciter les chefs d'État africains. La diaspora africaine, les ONG occidentales, parce que quand vous parlez de vous, à vous-même, et de vous aux autres, vous avez, comme l'avait dit en son temps Mao Tse-tung, qui en se refondant est devenu Mao Zedong, comme l'Afrique des indépendances veut se refonder aujourd'hui, nous étions conscients du fait que la route est longue. Elle était tellement longue que nous savions pertinemment que dans chaque bosquet, dans chaque village, dans chaque petit hameau, il y aura certains de nos frères qui, ayant constaté qu'on dit panafricanisme rouillé, allaient se fondre, se moudre dans ce vaste campagne de mobilisation et de conscientisation pour continuer à donner le change
nous étions conscients qu'il y a parmi nous des aveugles, des borgnes, des inconscients, et même des gens qui sont éclopés mentaux. Nous étions tellement conscients que nous savions très bien que la route sera jonchée, non seulement d'épines, mais surtout d'expériences nouvelles qui vont nous galvaniser et qui, en 2016, vont démontrer à l'ensemble de ceux qui aiment l'Afrique, ou alors de ceux qui proclament aimer l'Afrique, que ce n'est pas par les petits Congossas de sous-quartier. Ce n'est pas par les petits messages dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas par les petites embûches que les panafricains et le panafricanisme vont mourir. Vous me permettez ici donc de saluer les ONG occidentales qui, en continuant à croire que la communication n'a pas été considérée par les panafricanistes comme la guerre de demain, ont cru devoir rassurer les leurs, qu'ils ont découragé les populations africaines, qu'ils ont découragé les forces de défense et de sécurité. Parce que ce sont ces ONG qui racontent que les soldats camerounais, tchadiens, maliens, centrafricains ne respectent pas les droits de l'homme parce qu'ils abattent les Boko Haram, les Moudjahidines et autres. Mais ce sont ces mêmes ONG qui n'ont pas dit à l'Afrique, aux Africains, qu'en Corse, des musulmans ont été attaqués par des chrétiens. Là-bas, il n'y a pas eu le même problème d'Atibalaka et de Seleka que nous avons connu en Centrafrique. Nous en parlerons tout à l'heure. Il faut remercier ces ONG parce qu'elles nous reconfortent dans notre combat, mais surtout nous font récupérer les sceptiques africains qui croyaient qu'on s'amusait. Certes, un enfant qu'on tape n'est pas un ours qui danse. Permettez-moi ici de saluer l'ensemble des Africains de ma posture de panafricanisme. Je vous interdis de me demander de voter un président africain. Alors, sinon, j'aurais manqué à mon devoir d'être le porte-parole de l'ensemble de l'Afrique. Justement, François Dikoro, je n'ai demandé à aucun panéliste de voter pour qui que ce soit, mais de donner quand même des arguments pour lesquels on voterait. Et je vous ai pris au choix, vous avez vu, je n'ai pas contacté quelqu'un pour ça. Eh bien, il nous reste Robert Gabriel Mugabe, en quelques mots. C'est un grand quand même. Quand je parle de Robert Mugabe, je parle de Robert Tsvangirai. Deux générations. Une génération de ceux qui se sont effectivement sacrifiés. Morgan, je crois que c'est Morgan. Morgan Tsvangirai. La première génération est celle des vétérans qui rappellent encore au panafricanisme par essence et par excellence qu'il a toutes les raisons au monde d'être résistant. C'est parce qu'il y a existé des Omnobé. Et je vous dis, le président zimbabwéen reste au moment où je vous parle pour l'Afrique et pour le monde, pour les Africains, pour l'ensemble des peuples du monde entier, ce qu'on n'aurait jamais dû perdre de vue comme étant la conscience africaine, la conscience panafricaine. Voilà un type de 85 ans et plus qui marche, qui lit sans lunettes, qui a le courage de nous faire savoir qu'un corbillard ne doit pas avoir peur d'une arme qu'on pointe sur lui. Qui nous fait savoir que à 45 ans, à son âge, on a 40 ans d'espérance et d'espoir pour continuer à lutter. Rien que pour cela, pour avoir tendu la main au feu follet, partisan en son temps, j'allais dire porte-parole de l'iniquité internationale qu'on appelle occidentale, Morgan, il a pu amener cet enfant sans le taper, sans tirer sur sa population, à comprendre qu'il est celui qui va tenir le témoin quand cette génération sera partie. Combien de fois avec les présidents africains de première génération, nous avons raté le coach de tenir le témoin que nos parents nous montraient par derrière. Et nous, on croyait qu'en réalité, parce que moulés par la civilisation occidentale, nous croyons que quand la main revient avec le timon, c'est pour taper l'enfant et nous tombions. Grâce au patriarche africain qu'on appelle Robert Mugabe, nous savons maintenant à tous les chefs d'État africains dont nous demandons qu'ils nous laissent de temps en temps la place, que chaque fois qu'ils vont envoyer le témoin derrière, nous n'allons plus l'interpréter comme étant une volonté de vouloir nous casser la gueule, mais plutôt comme des gens qui doivent être préparés à prendre le témoin. Et préparer à prendre le témoin, c'est de suivre chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, les émissions de débat d'Afrique Média. Merci François Dikoro, activateur politique. Vous l'aurez compris donc, il y a 1001 raisons pour voter pour tous ces présidents. Le choix est à vous.
vous appelez, vous votez et vous contribuez. Je le disais à l'entame de cette émission que nous sommes en duplex et la technique me fait savoir que N'Djamena est prêt et bien installé. Alors, tout le monde est prêt de ce côté-là. Je peux voir à l'écran Virginia Bendima. Bonsoir Virginia et bonsoir à tous ceux qui vous accompagnent. Vous avez l'antenne. Merci, bonsoir Mohamed Bachir Ladang, bonsoir également à tes invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien Bachir, avec moi sur ce plateau, nous avons celui qu'on ne présente plus d'ailleurs sur le plateau d'Afrique Média. Il s'agit du professeur Ahmed Mohamed Hassan qui est prof en droit public et en sciences politiques. Bonsoir professeur et bienvenue sur le plateau d'Afrique Média. Bonsoir Virginia, c'est un plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus sur le plateau d'Afrique Média. Je suis particulièrement heureux et de retrouver mon frère et ami Bandakani qui retrouve les plateaux d'Afrique Média. C'est un plaisir personnel pour moi, je le salue franchement. Je salue tous les autres collègues, que ce soit Parfendam, François Bikoro et autres qui sont en fait, c'est des hommes qui se battent, c'est des gens qui consacrent une partie de leur temps, une partie de leur vie pour le débat panafricain. Nous estimons que nous apportons une contribution dans ce qu'on appelle l'affirmation de l'Afrique, l'identité africaine, la place de l'Afrique dans le débat international qui devient de plus en plus rétréci aujourd'hui. Alors, sincèrement, je souhaite, si je ne l'ai pas déjà fait, à tous les présidents et à nos chefs d'État qui sont en première ligne de la lutte pour l'affirmation de l'Afrique et de l'indépendance et de la souveraineté de nos États et de nos peuples. Et ce ne serait pas par chauvinisme, mais je pense que déjà mes amis comme Bandakani et autres depuis Douala l'ont reconnu. Le président tchadien a eu le mérite cette année-là et Idriss Déby a eu une grande vision, c'est celle de vouloir poser deux actes principaux, Virginia. Le premier acte, c'est d'avoir très tôt, d'une manière prompte et volontaire, envoyé les troupes tchadiennes au Mali et envoyé également les troupes tchadiennes contre Boko Haram dans la lutte contre le terrorisme et l'obscurantisme. L'autre élément, c'est surtout la question de la déclaration du franc CFA à Béché. Et ça, c'est une question extrêmement importante parce que la question du franc CFA est une question que le président Déby avait pensé d'une manière honnête et sincère que cette monnaie qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique, quelquefois, ne pouvait pas faciliter ou favoriser le développement et l'émergence de nos États, l'émergence des économies africaines et l'indépendance. Vous savez très bien que le devenir du monde et la question de la géopolitique internationale est en train d'être redéfinie dans la guerre de Syrie. Les événements internationaux qui se déroulent malheureusement dans la violence au niveau de la Syrie avec l'État islamique et autres risquent de redéfinir ou de reconfigurer la question de la géopolitique internationale et stratégie politique internationale. Alors Idriss Déby a eu le courage de poser publiquement la question du franc CFA qui sera débattue cette année-là. Alors, le débat ne serait pas une question de négocier la parité ou une question de négocier les conditions après 50 ans, mais c'est surtout une condition de rester ou de quitter le franc CFA. C'est une question de courage de tous les leaders africains et de la capacité de nos économies. C'est aussi de notre capacité de gouvernance et de la bonne gestion de nos ressources. C'est un défi qui attend toutes les leaders africaines au-delà de nos dirigeants et c'est des questions que nous allons y débattre au-delà des deux thèmes du jour. Mais je pense que je salue donc tous les panafricanistes. Je salue mes frères de Douala, du plateau de Douala, et ceux ici à côté de moi, mon propre frère ami Mbete Félix, et mon frère et complice, je dirais, l'Aldim Narcisse. Merci, professeur Ahmad. Une autre personne avec nous sur ces plateaux, il s'agit de M. Mbete Félix, qui est sociologue. Bonsoir, M. Félix, et bienvenue sur le plateau du Mérite panafricain. Bonsoir, Virginia. Bonsoir à l'Afrique. Bonsoir à tous les panafricanistes. Je salue l'Afrique en mouvement, l'Afrique en marche,
Et je salue le plateau de Douala, le plateau de N'Djamena. Je salue chaleureusement mes amis, les abbés Tadé et Élisée de l'archidiocèse de Yaoundé, mon ami Paul-Roger Balem du diocèse d'Ezeka au Cameroun, mes amis frères de Caritas Africa, mes collègues des projets régionaux paix et développement au Burkina, au Niger et au Tchad. C'est un projet financé par l'USAID. Et enfin, je salue une grande dame. Vous savez, l'Afrique, c'est aussi l'Afrique des femmes leaders. Si on parle tant de Sankara et son charisme, c'est parce qu'il a promu des femmes. Et je voulais saluer la nomination, la désignation de notre compatriote Dr Boguna Tupta, qui a été désigné pour la première fois secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger. Et cette nomination a été rendue possible grâce au couple présidentiel, Excellence Inda Déby Itno et son Excellence le président Déby, qui vont d'abord soutenir les autres pères africains non nommés. Et donc je voulais que toutes les femmes africaines puissent saluer cet événement et que désormais on voit des femmes leaders africaines à la tête de nos organisations sous-régionales. Et ça, je crois que j'en suis personnellement heureux. Mais enfin, je vote. Parce que, si vous le permettez. Je vous propose un président. Nous avons 5 présidents qui sont en liste pour la compétition du trophée du mérite panafricain. Je choisis Paul Biya, par exemple, pour vous. S'il fallait convaincre les téléspectateurs pour voter pour lui. Alors, mais pourquoi vous me posez un choix? Là, on n'est plus en démocratie. Attends, mais d'abord, avant de parler de Paul Biya, je voulais bien parler le chef d'État le plus guerrier d'Afrique en ce moment, l'un des rares chefs d'État à prendre les armes et aller défendre son pays. On l'appelle tantôt Seigneur du désert ou guerrier du désert. On compare à Tchaka Zulu, ou on compare aussi au Malien Sundiata Keita, tantôt au général Tonsou le Chinois ou au général Rommel, ou au général Koskov, je voulais dire le général président Idriss Déby. Et je crois que beaucoup d'Africains, il y a des raisons, mon ami le professeur m'a déjà dit, il faut voter pour lui. Mais maintenant parlons de Paul Biya. Mais moi j'étais au Cameroun, s'il y a une raison où je peux inciter des personnes à voter pour Paul Biya, c'est quelqu'un qui aime son village. Mon ami m'a dit que je suis un paysan et Paul Biya a une fille paysan. Il est tout le temps dans son village. Quand j'étais étudiant à Yaoundé, on était à une réunion rencontre de la GEC et on nous a amené de fruits de la ferme présidentielle de Gorleka. On nous a daté. Et ça venait de la ferme du président Paul Biya. Et donc, oui, c'est un homme, je dirais, de grande envergure, visionnaire, pacifique. Il a certainement des défauts, mais les qualités qui sont les siennes, je crois qu'il a permis, depuis 1982 au Cameroun, d'être dans une forme de stabilité. Et donc, oui, c'est aussi un grand homme d'Afrique qu'il faut saluer, donc il faut saluer les actions et inciter également à le voter. Voilà. Merci. Et enfin, M. Nadim Narcisse Baïnadi, qui est journaliste. Il est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir, M. Narcisse, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Je suis également très ravi de me retrouver sur le plateau d'Afrique Média pour décortiquer avec vous les questions brûlantes de l'heure. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer aussi certains amis qui me sont chers. Je salue Nara Antonoum, l'éditorialiste de FM Liberté. Je salue aussi Ahmad Makaïla. Je salue aussi Oumaria Hissène, ancien directeur général de la communication à la présidence. Je salue aussi mon ami avocat Mohamed Boukar. Je salue également Younous. Je salue aussi mon frère et ami, le professeur Mohamed Hassan, que je l'ai toujours admiré. Je salue aussi Ndédé pour ses interventions pointues. Et je voudrais profiter de cette occasion également pour dire que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que les femmes aussi doivent gouverner. Donc, je voudrais féliciter notre compatriote Touta Bogena, ancien ministre de la Santé, ancien conseiller à la primature chargé de l'environnement. Et je profite de cette occasion aussi pour voter, moi. Ou bien vous me proposez. Oui, allez-y. Je vous propose par exemple Robert Mugabe. Voilà, Robert Gabriel Mugabe. Vous savez que Mugabe a lutté sous la bannière de son parti, la ZANU-PF. Il a lutté en compagnie d'autres comme le Kana Banana, comme
comment il s'appelle, Yann Smith, et puis Joshua Nkomo. Donc ils ont lutté pour arracher l'indépendance en 80. Le Zimbabwe, avant, on l'appelait ça la Rhodésie du Nord. Donc, c'est au terme d'une âpre lutte que l'indépendance a été octroyée en 1980 avec Mugabe. Donc, je pense que Robert Mugabe est un panafricaniste. Mugabe, c'est un homme d'État qui ne se laisse pas faire par rapport au micmac de la communauté internationale. Et Mugabe a restauré également les terres qui ont été arrachées par les Blancs. C'est les Blancs qui exploitaient les plantations. Mais Mugabe a trouvé ça injuste. Donc, il a arraché pour restituer aux Noirs. Donc, je pense que Mugabe est un homme d'État hors pair. Mugabe est un panafricaniste pur jus. Donc, je pense qu'il mérite les honneurs. Il est le seul chef d'État à dire que les homosexuels, là, c'est une honte pour l'Afrique, il faut les tuer. Donc, moi, je pense que Mugabe est un homme d'État qu'il faut voter. Merci, M. Nadim. Alors, Béchir, l'actualité l'oblige. Commençons par le mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, mandat émis par la justice burkinabé. Alors, je m'adresse à vous, M. Félix. Quelle est votre lecture sur cette actualité? Eh bien, merci Virginia. Je vois Guillaume Soro, que je considère un peu comme l'enfant terrible de la politique ivoirienne. Ouais, il est parti en flèche. Et souvent au Tchad, on dit ce que le vent amène, le vent risque de ramener. Et j'ai peur, après le mandat d'arrêt délivré par la juge française contre lui pour l'affaire du fils de Gbagbo, qui, en principe, nous, panafricains, ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, le mandat d'arrêt délivré par la justice burkinabé semble faire mouche et ça risque vraiment de ternir son image. Et j'aurais aimé, si la justice est toujours quelque chose qui se mange à frais, il va falloir que la justice burkinabé et la justice ivoirienne trouvent un compromis, puisqu'en ce moment il est la deuxième personnalité de Côte d'Ivoire. Il serait bien qu'on le laisse finir son mandat et gérer ce problème probablement post-mandat, parce que ce serait difficile aujourd'hui pour un État de livrer une personnalité de la trempe de Guillaume, malgré qu'un pays tiers le rejette. Donc, si j'étais à la place, si j'ai un conseil à donner au nouveau chef d'État burkinabé, Roch Christian Kaboré, ce serait d'aller un peu plus lentement, puisque la justice, comme on le dit, prend son temps. Or, aujourd'hui, il y a risque que, entre les deux pays frères et voisins que sont la Côte d'Ivoire et le Burkina, ce mandat d'arrêt risque de créer un peu des tensions, parce que je vois mal comment Alassane Ouattara peut se permettre de se débarrasser de Guillaume Soro. Et donc, dans les deux côtés, ça demande assez de diplomatie, mais il est clair, je dirais, c'est un peu un caillou dans les chaussures de Guillaume Soro en tant qu'homme politique et en tant qu'une grande personnalité de son pays. Voilà. Professeur Ahmed, quelle est votre lecture sur cette actualité également? Virginia, je suis franchement gêné parce que je suis un ancien magistrat et la question des mandats d'arrêt contre une personnalité recherchée par la justice, qu'elle soit la justice internationale ou bien la justice d'un État donné, ça fait deux situations tout à fait différentes. Dès qu'il s'agit d'un homme politique, il y a le volet judiciaire de droit commun qui est dépassé par des considérations politiques. Guillaume Soro a joué un rôle d'abord en Côte d'Ivoire dans la question de ce qu'on appelle les forces nouvelles. N'oublions jamais le rôle que ce jeune homme de lycée, d'université a joué dans ce qu'on appelle le drame ivoirien et qui a conduit à tout ce que nous avons connu jusqu'au résultat des événements ou les conflits post-électoraux de 2010 en Côte d'Ivoire qui avait emporté le président Gbagbo et qui se retrouve aujourd'hui en prison à la Cour pénale internationale. Il y a un autre élément. N'oublions jamais que les forces nouvelles ont joué un rôle extrêmement important dans ce qu'on appelle le RDR, expression politique de parti, et qui avait porté M. Alassane Ouattara aujourd'hui au pouvoir. N'oublions pas que la question de la légitimité de Alassane Ouattara comme président ou homme politique en Côte d'Ivoire avait soulevé une très ancienne question de l'ivoirité et une question de légitimité sociologique et politique
de M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire par rapport à cette balance de nationalité entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. L'autre élément, c'est que l'élément panafricaniste, c'est ce que représente M. Ouattara pour la politique africaine de la France. Notamment le champion de l'économie, ou si vous voulez la locomotive de l'économie ouest-africaine francophone que constitue la Côte d'Ivoire de Fred Bagny, la Côte d'Ivoire de l'ancien Premier ministre Ouattara. Ce jeune agitateur des universités a joué un grand rôle dans la Côte d'Ivoire du Nord, mais également la Côte d'Ivoire politique. Aujourd'hui, il est rétribué et quelquefois, n'oublions pas, il y a quelques années encore, beaucoup des analystes politiques de la question de la politique intérieure ivoirienne voyaient en M. Guillaume Soro l'un des successeurs ou d'héritiers potentiels de M. Alassane Ouattara à la direction de la politique, ou si vous voulez, comme chef d'État, très prochainement comme chef d'État ivoirien. C'est une question qui frustre les Ivoiriens, des souches ivoiriennes d'origine. C'est une question très complexe entre des relations très complexes entre la Côte d'Ivoire et notamment le Burkina Faso. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve être confrontée à deux problèmes. Un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires de la Côte d'Ivoire contre l'ancien président Blaise Compaoré, où nous attendons la réponse, et qui a joué un rôle dans ce qu'on appelle la politique africaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone et notamment dans la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens le savent très bien, les Burkinabés le savent. Deuxième problème, il y a également ce dossier de M. Guillaume Soro qui a eu, comme Betty Félix le rappelle tout à l'heure, un effet au niveau de la France, mais également on a joué sur les termes juridiques et diplomatiques, notamment la question de l'immunité. Mais ce n'est qu'une partie remise, mais cela ne disculpe pas l'individu qui a eu un impact et avoir posé des actes pénaux ayant une incidence dans la politique intérieure d'un État et dans la destinée d'un peuple. Maintenant, pourquoi le Burkina agit ainsi? Pourquoi le Burkina ose le faire aujourd'hui? Parce que le Burkina a tourné la page de ce qu'on appelle la France-Afrique. Le peuple burkinabé a pris ses responsabilités. Les autorités burkinabées nouvellement élues se trouvent avoir une légitimité assise sur l'assentiment et la liberté du peuple africain qui s'est libéré au niveau du Burkina Faso. Cette situation est une mutation extrêmement importante qui doit être examinée par toute l'élite africaine. Pas seulement les judiciaires ou les juridiques, ce n'est pas un débat technique, pas du tout alors. C'est un débat ayant une incidence politique sur la souveraineté de nos États, sur la légitimité de nos dirigeants, sur leur capacité de dire le droit et de chercher la vérité pour la destinée de l'Afrique. Ce qui va venir du Burkina va avoir une incidence réelle sur la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée par une classe politique qui est beaucoup plus redevable. Cette classe politique à la France-Afrique aujourd'hui et aux intérêts de la France coloniale, les intérêts de la France néocolonialiste, les intérêts de la France du franc CFA, les intérêts de la France qui continue à avoir des girons en Côte d'Ivoire, mais aussi au Burkina qui n'a peut-être pas de ressources, mais surtout la Côte d'Ivoire est un enjeu extrêmement important et nous attendons de voir l'attitude des dirigeants ivoiriens. Merci beaucoup, professeur Ahmed. Alors, monsieur Nadim Narcisse, vite fait, quelle lecture faites-vous de cette actualité du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro? Et moi, je pense que Guillaume Soro mérite bien ce mandat d'arrêt lancé par le directeur de la justice militaire burkinabé, le magistrat Sita Sangaré, qui avait lancé ce mandat d'arrêt contre Soro et a versé dans le dossier de Soro l'écoute téléphonique entre lui et l'ancien ministre des Affaires étrangères, le général de brigade Djibril Bassolé. Parce que Soro appuyait le putsch qui a été perpétré par le général Félon Gilbert Diendéré le 16 septembre 2015 pour mettre fin à la transition. Donc je pense que Soro, cet opportuniste qui a été porte-parole de MPCI, Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, qui a été créé par Ibrahim Koulibaly et ses partisans, que Soro a usé de tous les subterfuges pour les éliminer un à un en s'appuyant sur Chérif Ousmane comme zone de Boaké
et celui de Korogo, Ouattao Issaka, et ensuite Zacharias Koné de Mans, à l'ouest, la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je pense que Soro doit répondre de ses actes. Cet ancien étudiant, leader de la FESI, la Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire, doit répondre de ses actes parce qu'il a semé la pagaille chez lui au Burkina. Et tout à l'heure, lorsque ce mandat a été lancé, son porte-parole, Moussa Traoré, a dit qu'ils ne sont pas au courant. Même la présidence ivoirienne a dit également la même chose. Donc je pense que Soro doit rendre compte. Soro a été mêlé à plusieurs affaires en Côte d'Ivoire. Lorsque l'armée française a arrêté Gbagbo pour le livrer aux forces républicaines de Côte d'Ivoire, on a arrêté le fils de Gbagbo, amené à l'hôtel de golf, là où s'est retranché les pensionnaires dirigés par Ouattara. Vous avez vu, Michel Gbagbo a failli être lynché. Et là, il faut que Guillaume rende compte. Le 19, dans la nuit du 19 septembre, lorsque la rébellion a éclaté, il y a le ministre de l'Intérieur de Gbagbo, Maître Émile Bogadoudi, qui rentrait d'une mission, a été froidement abattu devant ses enfants. Je pense qu'il faut que Soro rende compte. Même Ibrahim Koulibaly, qui avait dirigé ce qu'on appelait la fameuse mission invisible qui a harcelé les forces gouvernementales avec l'appui des Occidentaux, a été tué sur ordre de Soro le 27 avril 2011. Donc tout ça, je pense que Soro Raï mérite sa place et à la CPI, à la Cour pénale internationale, pas par beaucoup qu'on a kidnappé pour envoyer. Merci Laldim Narcisse. Bachir, voilà les avis de mes panélistes sur le mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, mandat émis par la justice burkinabé. Nous vous passons donc l'antenne afin que vos invités puissent également s'exprimer sur la question. Virginia Bendima, merci à tous les invités, au professeur Ahmed Hassan, Laldim Narcisse et bien sûr notre sociologue qui est avec nous. Alors, je reviens très rapidement, mais on va tout au moins casser un peu l'ambiance avec un sondage que notre cher ami Eric Soglo, le créateur du réseau social MyAfrique, avait lancé il y a de cela quelques semaines. C'était en décembre 2015. Il a lancé un sondage sur ce réseau social sur le maintien ou non du franc CFA dans la zone franc. Déjà, bonsoir Eric Soglo. Bonsoir Bachir, bonsoir le monde, bonsoir l'Afrique, et je dirais bonsoir particulièrement aux Béninois qui se préparent pour aller aux élections présidentielles de 2016. Je rappelle aussi que vous êtes Béninois, voilà. ce qu'on avait oublié. Je leur souhaite de leur dire de faire le bon choix. Et je profite également pour saluer les panélistes qui sont avec moi ici. Je salue aussi tous les Africains qui se trouvent au Cameroun, particulièrement les gens de Nkosamba. Voilà, les Africains et les Camerounais de Konsamba. Eric Soglo, tout à l'heure, dans les premiers propos du président Manakani, quand il parlait d'Idriss Déby Itno, il a parlé de celui-là qui a osé sortir pour prendre position contre le franc CFA. Et vous avez donc lancé ce sondage sur le réseau social MyAfrique, le réseau panafricain, il faut le dire, dont vous êtes le concepteur déjà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce sondage-là? Tout d'abord, M. Bachi, il y a le rendez-vous du 7 février 2016, ici au Cameroun, à Yaoundé, et qui se verra entre les experts africains avec les experts français. Et en plus de cela, nous avons l'intervention des chefs d'État occidentaux et des chefs d'État africains, tels que son Excellence Idriss Déby, et son Excellence Alassane Ouattara, et son Excellence Nicolas Sarkozy, si je peux le dire, parce qu'il a été président. Pourquoi pas Nicolas Sarkozy sur le réseau social africain, et sur Facebook également, sur Twitter. Cela m'a poussé à dire pourquoi pas ne pas laisser la place au reste de l'Afrique et du monde de donner leur point de vue sur cette question de franc CFA. Alors, pendant que vous parlez, la réalisation nous fait voir quelques interventions déjà. C'est vrai que ce n'est pas assez lisible, mais on va s'en contenter. Vous êtes sur le plateau. Que pouvez-vous nous dire donc jusqu'ici de ces sondages-là? Voilà, ce sondage qui a été mené en décembre 2015 compte aujourd'hui 7 889 1314 votants. Et ce sont, excusez-moi, il y en a un, c'est 789 millions, oui, voilà, 789 millions, 1314 votants. Ouais. Donc, parce que la question était l'Afrique doit être quittée au franc CFA, on a le choix entre oui, le non. Le oui et le non. Le oui et le non. Alors, donc nous avons 789 millions 306 votants qui ont dit oui, ouais, dont particulièrement le 99,99%
Les Africains veulent qu'on quitte le franc CFA. Oui. Et nous avons 1008 votants qui ont dit non, il faut que l'Afrique reste dans le franc CFA, reste avec le franc CFA. Donc en conclusion, 100% des Africains veulent que l'Afrique quitte le franc CFA. Alors, vous n'allez pas nous partir comme ça, puisqu'il y a quelques questions aussi. J'ai eu dire que MyAfrique est actuellement en tête du classement des 10 meilleurs réseaux sociaux africains. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Oui, M. Bachir, non seulement que MyAfrique fait partie le premier, parce qu'ils ont fait le top 10 des meilleurs réseaux sociaux africains, dont MyAfrique est le premier. Donc, c'est tellement vrai, puisque en un an, nous sommes à 50 millions. Nous étions à 50 millions d'abonnés. Là, c'était jusqu'à quelle date à peu près? 1er janvier 2016, qui est l'anniversaire de MyAfrique. Ça faisait un an. Et aujourd'hui, au 15, nous sommes maintenant à 61 millions d'abonnés. 61 millions d'abonnés sur MyAfrique. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette prouesse-là de MyAfrique? Vous savez, ce qui explique cet engagement de MyAfrique, c'est que non seulement que MyAfrique est un réseau social qui promouvoit l'image de l'Afrique, c'est un réseau social qui offre des services qu'aucun réseau social n'a au monde. Il n'y en a pas. Parce que sur MyAfrique, vous avez beaucoup de services. Vous avez toutes les chaînes de télévision africaines que vous pouvez regarder. Si vous n'avez pas le bouquet à la maison, vous pouvez chercher les emplois pour les jeunes. Et là, que ce soit sur la tablette, dans oui. Nous avons il y a les applications pour les iPhones, vous avez les applications pour l'Android et également pour les Java. Très important. Alors, vos cibles aujourd'hui, c'est quoi? Le cible de MyAfrique, c'est la jeunesse africaine du monde, également les institutions, les chefs d'État, puisque quand vous allez regarder sur le réseau social africain, actuellement où je vous parle, la majorité des chefs d'État africains, ils sont sur ça. Également, ceux de l'autre côté, vous avez Obama qui l'utilise fréquemment, et surtout le président français qui passe tout son temps sur ça, à utiliser ce réseau social. Donc nous pouvons trouver la question, pourquoi il passe tout son temps sur ce réseau social destiné à notre continent africain. En tout cas, merci Eric Soglo pour ce passage sur les plateaux d'Afrique Média. Et donc, MyAfrique continue et les votes se poursuivent également. On se retrouvera une autre fois pour une autre mise au point. Voilà. Bon, j'aimerais d'abord qu'on conclue en disant que ceux qui veulent poursuivre et pour s'inscrire sur le réseau social, l'adresse est www.myafrique.org. MyAfrique comme en français, My en anglais, Afrique en français. Afrique en français. Merci Eric Soglo. Alors la régie me fait savoir que Luc Michel est prêt aussi du côté de la Belgique. Il suit cette émission. Luc Michel, bonsoir, merci de nous rejoindre très rapidement. Un petit mot pour l'entrée. Alors, on n'a pas encore Luc Michel. Alors, Luc se prépare pendant ce temps, messieurs. Revenons donc à l'actualité entamée tout à l'heure par nos frères de N'Djamena. Virginia parlait de ce mandat d'arrêt international, j'en ai déjà ici, émis par la justice burkinabé à l'encontre du président de l'Assemblée nationale ivoirien, Guillaume Soro. Votre lecture d'entrée de jeu. Vous verrez que ma lecture est bien complexe. D'abord, m'inscrire dans le chapitre de l'histoire qui est repris ici par le professeur camerounais Jean-Emmanuel Pondy, qui semble conclure que, évidemment, le 4 août 1983, les Burkinabés, on les appelle les hommes intègres, ce que ça signifie, avaient réussi à assassiner et Thomas Sankara et le sankarisme. C'est-à-dire que ils ont assassiné le concept, la mémoire de cet homme exceptionnel. Et ces derniers temps, je parle des Burkinabés qui se trompent en allant fouiller dans des ossements humains pour dire qu'ils cherchent l'ADN d'un Thomas Sankara. Au lieu de créer la résurrection de l'âme, du concept du sankarisme, avec tout ce que ça avait comme vertu de gouvernance. Si vous allez avec enthousiasme pour aller féliciter cette élite burkinabé qui voudrait légitimer la Cour pénale internationale, que nous autres, nous avons démontré que c'est des caisses de résonance comparables à Amnesty International
et les autres sociétés civiles, les autres organisations non gouvernementales qui persécutent l'armée valeureuse et vaillante, qui tue, qui devrait tuer. L'école occidentale est un péché dans l'extrême nord du Cameroun, le pays qui est le mien. Je pense qu'il faut revisiter les instruments d'aliénation du néocolonialisme, les instruments qui maintiennent l'Europe comme le continent de l'esclavagisme et l'Afrique, le continent des imbécilisés. Et donc, je refuse au moment où à l'État d'aller légitimer la Cour pénale internationale. Vous ne pouvez pas convoquer... Alors, je voudrais aussi préciser, Jean de Dieu ici, que ce n'est pas la Cour pénale internationale qui poursuit Guillaume Soro, c'est la justice burkinabé. Ok. Vous comprenez que j'étais très loin de la vraie information. Voilà. Alors, si la justice burkinabé a la compétence de juger l'institutionnel Guillaume Soro, vous voyez qu'il y avait des pédales mêlées. Oui. Parce que je voulais vous faire observer que vous ne pouvez pas convoquer M. Guillaume Soro sans avoir libéré M. Laurent Gbagbo. Oui. On a suivi votre démarche, justement. Lorsque vous avez libéré Laurent Gbagbo, ça commence à être logique. Ou alors, lorsque vous avez pensé à réconcilier les Ivoiriens, on parlerait soit d'un procès achevé entre les Gbagbo et les Ouattaristes. Alors, dans le cas actuel, est-ce que vous validez, est-ce que vous comprenez quand même ce mandat d'arrêt? Est-ce que c'est justifiable? Ce mandat d'arrêt aura quelques manquements. Parce que vous savez que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ça a été organisé par des personnalités burkinabées. Ce n'était pas seulement Blaise Compaoré, ce n'était pas seulement Guillaume Soro, même si évidemment, je confirme que M. Guillaume Soro est la honte de l'Afrique. Je le dis avec toute la violence, avec toute la conscience et avec toute l'amertume. Lorsque l'institutionnel Guillaume Soro était arrivé à Yaoundé, on avait des problèmes d'analyse. On avait l'intention de l'accueillir comme le numéro 2 de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, avec toute l'immunité qu'on a définie. Mais en même temps, nous qui avions étudié la Côte d'Ivoire comme objet de travail scientifique, nous voyons un ancien rebelle qui avait des yeux rouges, avec des intentions de déstabilisation perpétuelle. Et ça ne peut pas servir de modèle institutionnel, de code éthique, de code métaphysique et de code idéologique. Les instruments codés qui construisent les grands pays, qui construisent les grands continents. Donc, au moment où nous parlons, il y a irrationalité en Côte d'Ivoire. Faut-il arrêter M. Guillaume Soro avec l'intention de la juge française, l'ancienne nationalité? Le dossier Michel Voici Gbagbo. donc, peut-être que c'est la genèse des malheurs de Guillaume Soro qui voudrait prendre corps au Burkina Faso. Vous comprenez que c'est un sujet bien complexe. Alors, de toutes les façons, tout tourne autour de la résolution, la normalisation de la Côte d'Ivoire, la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Et donc, certains Africains seraient consolés si on avait arrêté net les velléités de la Cour pénale internationale à conserver comme geôlier M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé. Alors, merci Jean de Dieu ici. Je voulais rappeler à tous nos autres panélistes que nous, en principe, nous avions prévu 2 minutes pour ce thème puisque ça nous a pris de cours. Pasteur Bondy, est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte d'acharnement contre Guillaume Soro? Parce que à peine il sort, enfin, à peine l'affaire Michel Gbagbo prend corps en France avec le mandat de la juge française et que voici aussi le Burkina Faso qui lance le sien. Est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte d'acharnement? Déjà, Monsieur Bachir, je dois vous dire que j'ai été très très content d'apprendre cette nouvelle parce que le président Kaboré qui vient d'être élu,
moi j'ai dit sur ce plateau que les Africains l'attendent. Voilà un premier acte qu'il vient de poser pour montrer qu'il rentre dans les idées de Sankara. C'est le sankarisme qui doit renaître au Burkina Faso. Donc s'il pose un acte comme celui-là, je vous dis, en vérité, l'Afrique n'a pas besoin de mécréants comme Soro Guillaume, qui a organisé la destruction de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le maillon essentiel de la chaîne de destruction, c'est lui qui a fait tuer Désiré Tagro, qui était ministre de l'Intérieur. Je ne peux pas vous citer le nombre d'actes macabres que ce monsieur a posé, et qu'il se permette aussi aujourd'hui de jouer le rôle de facilitateur comme c'était le cas avec Compaoré. On le voyait défiler dans les capitales africaines pour dire qu'il est un donneur de paix, un facilitateur pour... Non, c'est pas possible. On ne peut pas cautionner des personnes je ne sais même pas comment les qualifier, c'est-à-dire d'une nullité à nulle autre pareille. Parce que je ne sais pas si un homme comme Guillaume Soro sait que l'histoire reste. Il ne se pose pas, comme le cas même de Ouattara, qui est là, parce que ne jouons pas sur les mots. Ouattara, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire... Restons sur Guillaume Soro. Restons sur Guillaume Soro, parce que les deux se ressemblent. Vraiment, les deux se ressemblent. Donc, Guillaume Soro, pour moi, vraiment, c'est la honte, comme disait monsieur Jean de Dieu ici. C'est la honte de l'Afrique. Le mandat d'arrêt est compréhensible. Non seulement il est compréhensible, il est souhaité par... Je dis, même il n'y a pas de partisans quand on parle de l'élection. C'est-à-dire que c'est la majorité qui compte. On a vu maintenant un sondage ici, la majorité des Africains ne veulent pas le français, et ne veulent le français fort. Donc c'est ça le vote. Si vous questionnez les Africains maintenant, des cassettes, vous marchez sur les rues de Dakar, vous demandez aux Africains, est-ce que vous acceptez l'homosexualité? Ils vont dire non. Demandez, poser la même question aux Africains. Est-ce que vous acceptez que le Soro Guillaume soit jugé, même par le tribunal de Zamungwe, même par le tribunal de Buntu Hotel? Mais ils vont dire oui. Alors, d'accord. Merci en tout cas, Pasteur Paul. Comme je le disais, on a juste constaté quelques minutes à cela. Et nous avons demandé à Adrien, qui est au standard, de nous prendre des appels. Et le standard est ouvert. Il veut même exploser. Avant de dire bonjour à Luc Michel, on va prendre le Pasteur Soa qui nous appelle du Ghana. Pasteur Soa, bonsoir. Vous connaissez le principe. Vous votez et vous contribuez. On vous écoute. Alors, on va le retour de Pasteur Soa. On va aller aux États-Unis. Narcisse nous appelle de ce côté-là. Narcisse, bonsoir. On vous écoute. Alors, là également, on n'a pas le retour de Narcisse, malheureusement, sur le plateau. Nous espérons que ça va se régler très vite. Le temps de dire... Est-ce que si c'est là, on n'a pas le retour, s'il vous plaît? Ruben Mugabe, Paul Biya. Alors, oui, alors vous m'entendez? Vous avez voté pour Robert Mugabe. Ah oui, bonsoir, le panel, je salue tout le panel, je salue tout. On va reprendre la tête d'abord pour dire à nos téléspectateurs, vous appelez, exprimez-vous sans chercher à vous écouter, on a le retour simplement, éloignez-vous au maximum de votre téléviseur, ça vous permet aussi une bonne communication. Alors, on va essayer cette fois-ci avec Jules qui est un habitué, Jules qui nous appelle du Cameroun. Bonsoir Jules, on vous écoute. Bonjour aux indépendantistes africains. Bonjour utilisateurs du franc CFA, de l'économie française d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et ce pseudo dirigeant d'esclavage. Monsieur Bassi, vous avez tellement manqué. Excusez-moi de vous dire ça, je suis un mauvais flatteur, mais vous nous avez tellement manqué. Bienvenue chez vous. Monsieur Badakari de grâce, nous faites plus que vous avez fait, vous disparaissez sans prévenir. On était tellement inquiets, tout qu'on n'avait pas le droit de se plaindre et de pleurer. J'ai dit ceci, maintenant je voudrais voter pour le président Gbagbo
et pour monsieur Mugabe. Et je voudrais juste rappeler, et je le dis depuis le début, pour la Côte d'Ivoire, que la CPI n'est pas en Côte d'Ivoire pour Gbagbo ou pour Bégoudé. La CPI est en Côte d'Ivoire pour Soro et ses consorts. Et je demande à Soro de tout faire, contrairement aux uns et aux autres, je demande à Soro de tout faire pour ne pas se faire extrader, quitte à refuser les armes pour se défendre contre ses anciens maîtres. Et je l'ai toujours dit depuis le début, que vos armes nous serviront pour libérer l'Afrique. Une fois que vous saurez quels sont vos maîtres, ce que vos maîtres ont prévu de faire de vous. Donc, M. Soro, surtout ne vous rendez pas, ne laissez pas prendre de M. Blaise Compaoré et défendez jusqu'à la mort. Pourquoi je le dis? Parce que c'est très simple. On convoque Compaoré, on convoque, comment ça s'appelle, on ne convoque pas les dirigeants français qui sont à la base de tout ceci. Et ça va être encore une affaire africaine où on se règle les comptes entre nous, mais fondamentalement, on ne s'attaque pas aux causes du mal. Donc, juger Soro, ce serait juger vraiment un petit exécutant et ce n'est pas bon. Ceci dit, je ne demande pas à la burkinabé de lâcher prise. Continuez à insulter pour faire inculper M. Soro, mais beaucoup ne comprennent pas parce que quand le dit, mais bien sûr vous finirez par comprendre. En réalité, ce que les dirigeants français veulent, c'est dépouiller complètement la Côte d'Ivoire de toute forme de résistance. Je vous remercie parce que vous semblez tellement pressé de reprendre la parole. Merci beaucoup, c'était surtout pour saluer votre... Parce que vous nous avez tellement manqué. Merci Jules, vous également, vous nous avez beaucoup manqué. Alors, on va prendre un dernier appel d'abord pour cette première série et on revient sur le plateau. Cette fois-ci, c'est Zerfel qui nous appelle depuis l'Allemagne. Bonsoir Zerfel, on vous écoute. Ok, bonsoir Bachir, bonsoir à tout le monde. Je suis content de voir tous ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et bonne année à tous ces messieurs qui sont revenus sur le plateau de Afrique Média. Et moi, je voudrais tout dire tout simplement ce que le mandat d'arrêt contre Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, moi je pense que c'est une leçon que le président burkinabé est en train de donner à l'Afrique. Ça dit que les coups d'État maintenant doivent s'arrêter. Il faut qu'on rentre dans le développement de l'Afrique. Ces gens de petits bonhommes, quand on manipule à l'ombre pour déstabiliser certains pays, si on commence à les mettre sous les peignoirs, je pense que ça sera une bonne leçon pour nous les Africains, pour que ces genres de coups d'État ne vont plus lieu sur notre continent. Je suis très content qu'on met ce mandat d'arrêt. Je pense qu'ils vont l'appliquer. Ils vont l'appliquer. S'ils l'appliquent, je pense que ces genres de personnes, ces genres de trucs vont plus se répéter parce que celui qui veut faire des choses, déstabiliser un pays, si on le met à nu, il ne va pas continuer à faire ses bêtises. Mais si on le couvre toujours, les coups d'État vont continuer encore en Afrique. Et je suis très content. Et pour terminer, je vais voter le président Mugabe 3 fois, celui de la Guinée équatoriale 2 fois, du Cameroun 1 fois, du Tchad 2 fois, et de l'Angola 1 fois. Et je vous en remercie et je dis bienvenue sur le plateau, nos frères qui étaient partis depuis longtemps qu'on ne voyait pas. Je suis content de vous voir ce soir et bonne heureuse année. Et la côte et l'Afrique va avancer avec vous, avec votre idée. Nous écoutons tous les soirs. Je suis très content de vous voir ce soir. Et bonne heureuse année à vous tous. Merci. Merci Zerfel pour cette intervention. On va dire à nos téléspectateurs d'être aussi bref et précis. En tout cas, Zerfel a été à son niveau et c'est bien. On va dire bonsoir à Luc Michel qui nous a donc rejoint. La régie me fait savoir qu'il est là. Bonsoir Luc et merci de nous rejoindre en ce moment. Bonsoir à vous mon cher Bachir, félicitations pour votre retour à Douala. Un grand salut à tous les téléspectateurs qui se mobilisent chaque jour davantage pour Afrique Média. Un salut aux panélistes et en particulier, puisqu'ils seront sur les plateaux ce week-end, à mes amis l'ambassadeur François Bicoro et Jean de Dieu à ici. À propos des panélistes, je voulais dire qu'il y a une salle campagne, une salle de plus,
annonçant évidemment des départs, des exclusions, etc. Ce sont derrière ces médias mensonges les mêmes médias menteurs, quelques traîtres aigris, les officines habituelles au service de l'ambassade de France. Nous allons ce week-end sur les antennes d'Afrique Média apporter le démenti. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'au débat panafricain de dimanche, plus personne ne pourra dire « je crois » tous ces médias mensonges. Merci Luc Michel. Alors c'est donc ce qui nous ramène sur ce plateau. François Ducoro, votre lecture de la situation aujourd'hui, le mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Bachir, je voudrais vous rappeler que Che Guevara avait le même âge que Guillaume Soro, que Thomas Sankara, que Omniobé, mon père, lorsqu'il allait parler aux Nations Unies. L'histoire des hommes a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Et le bégayement nous renseigne sur l'hypocrisie et l'imposture des acteurs du moment. Roch Armand Kaboré était le bras séculier de ceux qui ont accompagné le président Blaise Compaoré sur les 30 glorieuses que nous semblons juger aujourd'hui. Ils ont la chance unique d'avoir en leur sein Thomas Sankara. Et ils ont utilisé le cadavre, les os pourris non retrouvés de Thomas Sankara pour duper les Burkinabés et arriver au pouvoir. Au point qu'ils avaient oublié qu'ils voulaient le changement, mais qu'en réalité, ils ont eu l'adjoint de Blaise Compaoré à la tête du pouvoir. Je voudrais remercier ici le programme américain de M. Soro, qui a créé ce qu'ils appellent les t-shirts rouges et oranges, qui ont été drogués dans les rues de Burkina pour amener ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à être là. Ce qui se passe aujourd'hui nous rassure sur une seule chose. Ils n'ont pas d'alternative. Ils ont eu l'alternance, mais ils n'ont pas d'alternative. Et ça relance le débat de l'Afrique. Celui du changement inutile des hommes ou alors du changement de système et de politique susceptibles de libérer l'Afrique. Ils ont la chance unique, s'ils veulent tout juger, ce qui arrête la marche du Burkina Faso. Je leur fais lire ce que j'ai trouvé à la page 183 du livre du professeur, je crois, Emmanuel Pondi. Alors, il y a un petit souci, me signale-t-on. Je vais revenir à vous, le temps pour le technicien se rapprocher de vous, François Ducoro. Peut-être passer en partenariat avec vous sur cette question. Je rappelle que c'est un sujet qui n'était pas dans notre menu, mais l'actualité nous oblige à parler de cela. Et la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, vous en parlez d'ailleurs avec beaucoup d'estime. Passez en partenariat. Oui, je pense que tout à l'heure, on a bien compris avec l'intro de mon ami Jean Déjà ici que peut-être les gens n'avaient pas bien certaines informations. Oui. Premièrement, il ne s'agit pas des mandats d'arrêt qui sont lancés par la CPI. Ah oui. Il s'agit des mandats d'arrêt qui ont été lancés par la justice burkinabé. Il faut qu'on soit bien clair. Par rapport aux écoutes téléphoniques entre M. Soro et Djibril Bassolé, qui ont été de toute façon authentifiées par la police burkinabé. Ah oui. Il est question d'entendre M. Guillaume Soro. Alors, il y a quelque chose qu'on met en avant. Les gens mettent en avant, comment dire ça, cette affaire d'immunité. Parce que M. Guillaume Soro serait président de l'Assemblée nationale. Alors nous disons aux Africains de faire très attention. Il ne faut pas confondre immunité et impunité. Oui. Je répète, il ne faut pas confondre immunité et impunité. L'immunité ne doit pas encourager l'impunité. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc, que ce soit... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a les moyens, ou la justice burkinabé a les moyens de sa politique quand elle veut aller, quand elle émet un mandat d'arrêt comme ça contre Guillaume Soro? Mais, et là, je reviens sur une autre question. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis le débat, j'ai écouté mon ami Ducoro tout à l'heure, on traite de Burkina Faso comme, comment on dit ça, un pays, je ne sais pas, par-dessus la jambe pratiquement. Je dis non. Le peuple burkinabé a pris une décision. Ils ont mis des gens au pouvoir. C'était des gens qui étaient dans le Sénat et l'ancien. Mais le Sénégal a fait pareil. What a fait comment pour arriver au pouvoir? Est-ce que là-bas, ce n'est pas le peuple sénégalais qui avait décidé? Les peuples apprennent. Il faut qu'on laisse au peuple burkinabé le temps de faire sa propre expérience. Mais cela ne doit pas remettre en question, ou bien en cause de temps pour moi, le choix de ce peuple-là. C'est le choix qui se fait.
il faut qu'on commence d'abord par le respecter. Et maintenant, c'est vrai, il y a des choses qu'on peut avoir à redire sur ceux qui sont sortis du chapeau. Mais c'est le choix du peuple burkinabé, premièrement. Deuxièmement, la justice burkinabé a pris des décisions. Ce n'est pas le président Kaborou qui l'a décidé. C'est la justice burkinabé qui a pris la décision de lancer ce mandat d'arrêt contre M. Guillaume Soro. Il faut qu'on respecte cette institution. Et il faut que nous, les Africains, qu'on continue à encourager ce type de décision pour justement fortifier ces institutions-là. Si à chaque fois... Donc, on veut faire la part des choses entre le président Kaboré et la justice de son pays. burkinabé. Cette justice a déclenché ce processus avant même que le président Kaboré n'arrive au pouvoir. Est-ce que la justice burkinabé n'est pas aux ordres du chef de l'État? Mais c'est une autre question que vous êtes en train de soulever. Vous êtes en train de vouloir nous expliquer qu'en Afrique, et c'est ça le danger, M. Bachir. Je voudrais qu'on pense à vous êtes en train de nous expliquer que ce qui est valable pour le burkinabé, faites attention, il faudra que vous l'étendiez à tous les trucs. Que ce soit valable pour tout le monde, oui. N'est-ce pas? Vous nous dites qu'en Afrique, quand quelqu'un est chef d'État, n'est-ce pas, les autres institutions, que ce soit l'Assemblée, que ce soit l'institution judiciaire, n'ont aucun pouvoir. C'est ce que vous semblez nous dire. En général, c'est ça. Bon, alors si vous dites en général c'est ça, alors là, ça veut dire que vous convenez donc que l'Afrique ne doit pas, rentrer dans le Conseil des États. Et dans vous pensez autrement. Vous refusez l'Afrique le droit de rentrer on veut donc penser autrement. Est-ce que la justice burkinabé, je repose la question, a les moyens de sa politique? Mais oui, la preuve, elle va entendre Guillaume Soro. La justice burkinabé n'a pas condamné Guillaume Soro. La justice burkinabé ne veut pas avoir M. Guillaume Soro en prison. Mais elle veut l'entendre sur le fait de cette tentative de coup d'État qui a failli mettre fin à la transition. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que quelque part ça ne reviendrait pas à dire que l'écoute, l'appel téléphonique qu'il y a eu, enfin qu'il y aurait eu entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé a été confirmé? Mais je veux dire que la police, scientifique burkinabé, a justement validé qu'il s'agit. Donc c'est authentique. Oui, a authentifié cet appel-là. À moins que là encore, nous disons que la police burkinabé n'a pas les capacités de... Est-ce que maintenant ce mandat d'arrêt ne risque pas de corser les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, si on au fait que le Burkina Faso quand même dépend en grande partie, je veux dire l'économie burkinabé, dépend en grande partie de la Côte d'Ivoire? Donc vous êtes en train de nous dire... Je pose des questions. Comme l'économie burkinabé dépend de la Côte d'Ivoire, un individu nommé Guillaume Soro, dont tout le monde connaît les crimes, ça, les gens l'ont répété ici sur votre plateau, peut comme ça déstabiliser ce pays-là sans qu'on encourt la moindre petite réaction de la part de cet État. C'est ça qu'on veut nous expliquer. La réaction, je dis non. La réaction, elle est là, celle de la justice. Maintenant, est-ce que la Côte d'Ivoire va obtempérer? Ça, c'est un autre débat. D'abord, je vous donne l'information. Il semblerait que M. Alassane Ouattara aurait donné la nationalité ivoirienne à M. Compaoré, qui sont pour ne pas les saler. Vous voyez, ce sont des jeux. Mais sur le plan formel, on l'a aussi eu, mais on n'a pas vérifié. Oui, mais pour le plan formel, j'aime bien guillemets, mais sur le plan formel, laissez cette justice faire son boulot. Et demandons à M. Soro, n'est-ce pas, de respecter les règles et d'aller répondre aux convocations de la justice. Si nous-mêmes nous commençons à piétiner, n'est-ce pas, des règles élémentaires des États modernes comme celle-là, alors là, ça veut dire que, à mon sens, nous sommes d'accord pour que des dictateurs, des tyrans continuent de faire fleurir au niveau de l'Afrique. Très bonne lecture, le patient parfait. François Bikoro, vous aviez la parole. François Bikoro ne m'avait jamais rien refusé. Alors, vous arrachez sa parole. Je voulais lui dérouler un tapis rouge pour faire savoir à mon frère Parfendom que un vulgaire, ubuesque juge avait estimé qu'il faut arrêter Omar al-Béchir en République sud-africaine. Vous constatez, vous avez conclu avec moi que la prééminence institutionnelle et diplomatique de la République sud-africaine avait finalement ridiculisé cet ubuesque juge. Pour dire quoi? Là où M. Montesquieu avait échoué lamentablement, c'est parce qu'il avait utilisé les termes, les concepts d'indépendance et de pouvoir, et ça les Occidentaux utilisent ça pour les Africains. Il n'y a pas d'indépendance entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif en Occident. Mais c'est ici, messieurs, qu'on vient vous imposer ça. Messieurs, remettons la parole à vous. Je voulais faire comprendre c'est très important. La prééminence institutionnelle et diplomatique, en tant qu'acteur de la pertinence étatique, avait prononcé le mot final qui mettait fin aux velléités de ces vulgaires juges.
Voilà. Non, Mais pas ça. alors, on y reviendra, patient parfait. Donc, laissons François Bikoro s'exprimer. C'était son temps de parole. François Bikoro, je vous en prie. La chance que nous avons, c'est que l'histoire retient les grands faits des grands hommes. Je ne voudrais pas qu'on insulte la mémoire de Thomas Sankara, dont on a entretenu 28 ans durant, et dont les dirigeants actuels du Burkina Faso ont utilisé pour tromper le peuple burkinabé. Et quand je vois l'acte qui a été posé, je suis maintenant convaincu, comme je le disais tantôt, qu'en Afrique, le distinguo, la distance entre l'alternative dont a besoin tous les peuples à un moment donné de leur existence et l'alternance qui est une histoire à dormir debout qui a été mise sur la sellette en Afrique pour permettre aux Occidentaux de changer qui ils veulent à la tête de nos États sans que pour autant le système qui est unique et rejeté change. Alors je voudrais vous accompagner par ce message, François Bikoro. C'est toujours sur ce que vous parlez. Des gendarmes burkinabés ont été attaqués au nord du Burkina Faso. Bilan 1 mort, plusieurs blessés selon la radio Omega. Tout de suite. Donc je ne voudrais pas que on ait dit les restes de Thomas Sankara doivent être exhumés pour donner l'opportunité aux Burkinabés de renouer avec le sankarisme en sachant qui a tué Thomas Sankara. Je ne voudrais pas que l'on pose le problème de Thomas Sankara comme un problème induit pour aller chercher les poux dans la tête d'un chauve. Maintenant, revisitons l'histoire. Imaginez un seul instant que M. Gbagbo n'ait pas invalidé la candidature au poste de conseiller municipal du jeune homme de 23 ans que l'on appelait Guillaume Kigbafori Soro au motif qu'il était du Grand Nord, donc trop proche de celui dont on avait créé l'ivoirité. Par qui voulez-vous faire oublier que lorsqu'on a arrêté Thomas et on a arrêté Gbagbo, déshabiller sa femme, faire ce qu'on a fait à son fils, que c'était du seul fait du jeune homme qu'on appelle Guillaume Kigbafori Soro. Non! Ce serait oublier cette phrase que je voulais vous lire tout à l'heure aux Nations Unies et qui a en fait conduit à l'assassinat de Thomas Sankara. Ceux qui ont conduit à l'endettement de l'Afrique ont donné comme ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement et l'on parle de crise. Non! Monsieur le Président des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce que, au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. Quelques jours après, Thomas Sankara était assassiné. Si vous voulez me faire croire maintenant que pour les Burkinabés, le rôle joué par les Burkinabés pour sauver les 4 millions d'Ivoiriens qui se trouvent actuellement en Côte d'Ivoire avait été un mauvais rôle, il y a problème. Maintenant, allons plus loin. Quand je parle d'hypocrisie et d'imposture, ce n'est pas le juge burkinabé qui lance le premier le mandat d'arrêt à Guillaume Soro. C'est un juge français. Non, c'est important en sciences politiques. Alors, c'est important en sciences politiques parce que dans la conscience, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prolonge. Oui. Pour qu'on dise ce qu'il faut faire, il faut comprendre la situation. Ouais. Dans la conscience sociopolitique des Africains, ce que la France n'a pas pu faire à cause de votre travail, il est en train de le faire faire par ceux qu'il a mis au pouvoir. Voilà la compréhension qui aura lieu dans la conscience politique. Maintenant, tu nous apprends, et je ne sais pas pourquoi tu nous le dis ici, que le président ivoirien a donné la nationalité à un président burkinabé. Ça veut dire que nous sommes dans le prolongement de cette construction machiavélique qui voudrait qu'en l'absence d'une réponse aux désidérata du peuple ivoirien, du peuple burkinabé, autant pour moi, on lui met comme dans la Rome antique 2 ou 3 Balthazar mangés par les lions
pour que, pendant que le peuple s'extase, sachant très bien que le fait que le président burkinabé déchu se soit retrouvé en Côte d'Ivoire, cela crée déjà un précédent fâcheux entre les deux États. La France veut y ajouter maintenant un autre président fâcheux parce qu'ils savent très bien les micmacs réglementaires et légaux qui ont amené Guillaume Kigba-Fori Soro à la présidence de l'Assemblée nationale avant l'âge, vous le savez très bien. En politique, rien n'est au hasard. Ceux qui ont donc tissé le départ de Gbagbo pour la CPI, ceux qui ont tissé la guerre de 10 ans en Côte d'Ivoire, ceux qui ont remplacé les urnes par les kalachnikovs et les bulletins de vote par les balles, sont donc en train de mettre une autre construction en place aujourd'hui pour régler à jamais le problème Guillaume Kigba-Fori Soro, qui est celui du désarmement des anciens rebelles en Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais été entièrement désarmés, qui est celui de ce que le général Gué avait dit en son temps, que les hommes politiques ivoiriens sont comme des boulangers, ils vous mangent à toutes les sauces. On est conscient du fait que le deuxième mandat de Alassane Dramane Ouattara ne peut être effectif que si on permet la croissance qui ne se conçut qu'à Abidjan d'aller au fond du pays. Et pour qu'elle aille au fond du pays, il y a 3 commandants de zone qui ont décidé qu'ils ne sont pas sûrs, en regardant les yeux dans les yeux à Alassane Dramane Ouattara, que leur problème sera résolu. C'est ça maintenant, politiquement, on veut donc rendre M. Guillaume Kigba-Fori Soro faible pour qu'à nos yeux du monde, ce qui va lui arriver demain, à travers ce qui arrive à Gbagbo, que toute l'opinion africaine soit convaincue que ça devait lui arriver. Alors, je dis non entre les États, on ne se fait pas ce genre de pot de banane. D'accord, on négocie. C'est très bien noté, ça c'est la position. Qui a 4 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire et que c'est à cause d'à moitié qu'on est arrivé à la situation qu'on a connue en Côte d'Ivoire. Il faut en tenir compte. Merci François Ducoro. Alors, c'est une lecture qui n'est pas aussi agitée puisque quand je lis ce message d'Alain Roche-Ngancha, il nous dit à propos de Guillaume Soro, je commence par dire que je ne l'aime pas. Mais je voudrais clarifier que le Burkina n'a pas le pouvoir ni le droit de demander l'extradition du président de l'Assemblée nationale d'un autre pays souverain. En tout cas, c'est l'avis de beaucoup de personnes sur le net aujourd'hui. On va tendre une oreille auprès de nos téléspectateurs également. Nous avons un appel de la Suède. C'est Roger qui nous appelle de ce côté-là. Roger, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir M. Bachir. Je dis aussi bonsoir aux panafricanistes, M. Balakani, M. Jean de Dieu ici, M. Patient Parfait d'homme, et puis M. Ducoro. Non, mais moi je voudrais dire tout de suite que le problème là de Guillaume Soro, disons, à l'envoyer, c'est juste une manigance pour jeter tout le club sur monsieur Guillaume Soro, et puis, disons, laisser, comment ça s'appelle, le serpent, même le serpent ivoirien, monsieur Alassane Ouattara, tranquille. Non. Donc, si Guillaume Soro doit partir, les deux doivent aller ensemble. Ou bien Guillaume Soro reste là-bas, et puis les deux restent dans le même bateau. C'est parce que ce sont ces deux personnes-là qui ont fait du mal à toute l'Afrique. Donc, même ce qui s'est passé, voilà, de ce côté-là, est-ce que M. Ouattara, est-ce qu'il ne sait pas que, comment ça s'appelle, il y a un coup qui se prépare? Monsieur, comment ça s'appelle, Kamparé n'était pas là-bas. Bon, en ce qui concerne, comment il s'appelle, monsieur Sankara, je voudrais juste dire qu'il y a un petit détail aussi. Lors de, comment ça s'appelle, de l'audience de monsieur Sankara, je voudrais bien que le président togolais, il paraît que, comment s'appelle, la tête de Sankara se trouve avec le président togolais, qui arrive aussi à la justice avec la tête de Sankara pour clarifier comment la tête se retrouve avec la famille togolaise. Je voudrais dire aussi quelque chose là, c'est-à-dire que le pasteur qui est sur le plateau là, je voudrais lui dire que moi je ne vois pas monsieur
Paul Biya comme un vrai panafricaniste. Pour moi, c'est un monsieur qui a des problèmes de dégagement. Il ne montre pas son vrai visage. Mais là, c'est pas de ça qu'on a besoin pour le moment. Il faudrait qu'il montre son vrai visage comme Déby a l'habitude de le faire pour qu'on sache qui il est. Bon, il est un maçon, bien, mais il faudrait qu'il montre son vrai visage. Il paraît même qu'il y a une réunion de maçons qui va se tenir bientôt disons, au Cameroun. Moi, je ne vois pas comme, disons, du même œil que, comment s'appelle, le pasteur. Donc, je voudrais juste dire que je vote 10 fois M. Théodore Obiang, je vote 10 fois aussi M. Mugabe, et je vote aussi 10 fois M. Idriss Déby. Merci à vous tous. Bon, s'il vous plaît, voilà, on s'écoute là. Malheureusement, monsieur a oublié de voter, et ce qui n'est pas... Ah bon, il a voté? Waouh, 10 fois pour Idriss Déby, ça dit que j'étais un peu distrait, c'est qui est bon. Alors, on va prendre un autre appel, cette fois-ci c'est Zepak qui nous appelle de Montréal au Canada. Monsieur Zepak, vous votez, vous contribuez s'il vous plaît, soyez bref, je vous en prie. Bachir, bon retour, bonsoir au grand frère Bandakani, bonsoir à Patient Parfait, bonsoir à François Bicoro, bonsoir à JDDA. Nous sommes très contents de vous avoir. Je vote pour... je l'appelle Tonton Idriss Déby pour aujourd'hui. Je suis très content que tous les membres que nous adorons soient de retour. Et j'aimerais qu'on transmette le message à Alain Yetna qui nous a fait très peur en donnant des réponses qui pour nous n'étaient pas très correctes. Qu'il sache que nous sommes cardiaques, parce que nous sommes prêts à mourir pour Afrique Média en plus. Donc pour Guillaume Soro, étant donné qu'il est encore en exercice, on va d'abord le laisser un petit peu finir d'abord son mandat et ensuite on va lui demander de venir répondre à ses actions. Et pendant qu'on y est, Compaoré doit aussi d'abord passer à la trappe, on doit le juger pour ses affaires douteuses et ils doivent libérer aussi Gbagbo et pendant qu'on est dans le même cheminement. Et pour paraphraser, j'aimerais dire Afrique Média de Movement. Le mouvement est en marche. Merci d'être de retour, merci. Merci à vous, Zepak, depuis Montréal au Canada. On prend le dernier de la série, cette fois-ci c'est en Afrique du Sud. Je n'ai pas bien suivi le nom. Monsieur, bonsoir, vous vous présentez, vous votez, vous contribuez. Merci, je vote dès le début, parce que c'est moi, on ne remplace pas une équipe qui gagne. Alors, regardez ce que la France a réussi de faire. Puisque, s'il vous plaît, ils ont commencé ils ont voulu maintenir Compaoré, ils n'ont pas pu. Ils ont été tenus à l'échec. Et ils vont donner le Burkina à un laboratoire criminalisé, qui n'est pas par la tradition. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour pousser, ils veulent mener les deux États en poussant Guillaume Soro faire la même chose quand il a fait avec Gbagbo et faire en 2020